Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour Mathéa. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille donc avec moi dans cette émission Mathéa Piché qui est qui accompagne en fait les individus et les entrepreneurs à libérer le pouvoir de leurs histoires personnelles. J'avais vraiment envie de d'amener cette conversation sur ma chaîne, sur le podcast aujourd'hui parce que j'avais envie vraiment qu'on plonge un peu plus en profondeur pour comprendre l'importance puis la clarté que ça va amener dans notre chemin personnel, dans le chemin de guérison pour les femmes que j'accompagne notamment, puis ce qui se passe sur Féminité en conscience, mais aussi pour le chemin d'un créateur de projet, d'un entrepreneur, et donc d'aller vraiment approfondir comment nos histoires vont tisser peu à peu notre réalité et comment aller défricher, détricoter, aller clarifier ce qui est présent à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre discours mental, dans nos histoires vécues qui vont aussi avoir une empreinte sur notre voix intérieure, notre discours intérieur aujourd'hui. Et aussi, ce qui était important dans la conversation préparative qu'on a eue ensemble avec Mathéa, c'était aussi vraiment d'aborder cet aspect de la vulnérabilité dans tout processus de guérison comme de création dans notre vie et l'importance vraiment d'accueillir nos parts de vulnérabilité, nos histoires qui contiennent de la vulnérabilité pour aller libérer l'énergie. Moi, je le vois comme ça, libérer l'énergie à l'intérieur de nous, de ce qui a été contenu, caché, emprisonné ou rejeté. Et comment ça va libérer quelque chose aussi pour la création, la créativité dans nos vies et dans nos projets. Oui. Donc, justement, pour commencer, tu vois, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous parler un petit peu de ton histoire et de ce qui t'amène à offrir, à accompagner les personnes avec ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est parti, mon histoire. Euh, Déjà, bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je me sens un tout petit peu nerveuse et en même temps extrêmement heureuse d'être ici et de pouvoir parler de mon travail. Euh, je suis Mathéa et si je devais me revenir un peu au point fondateur de mon travail, c'est vraiment cette notion de complexité. Je suis une personne qui est à la fois unique, singulière dans mon histoire, parce que par essence, nos histoires sont uniques. Personne n'a la même histoire que nous. Et en même temps, je suis une personne totalement banale et ordinaire euh, qui est tout simplement une humaine qui chemine justement dans la complexité de qui je suis. Ce que je peux raconter sur moi, c'est que j'ai la sensation, et en tout cas de mes souvenirs et de ce qu'on me raconte, d'avoir tout le temps toujours été une personne assez créative. J'ai toujours aimé créer, que ce soit. Alors, moi, mon médium, c'était plutôt les arts et les arts scéniques. J'ai toujours aimé chanter, danser, faire du théâtre. J'adorais et j'aime toujours, même si je suis très timide à certains endroits, mais j'adore la scène. Je pense qu'il y a une part de moi qui a toujours eu envie de raconter, en fait, qui je suis. Euh, et aussi de me sentir validée dans ce processus. Je pense que quand on aime autant la scène, c'est qu'on aime être vu, être entendu. Euh, et oui, il y avait une part de moi qui était et qui est toujours d'ailleurs en quête de ce sentiment d'être vu et reconnu. Et en même temps, pour ajouter un peu de poivre à tout ça, comme je le disais, je suis aussi une grande timide. J'ai une conscience de mon corps qui est toujours un peu ambivalente. Alors, me montrer, parfois, c'est aussi compliqué. Quand j'étais toute petite, il n'y avait pas de problème. Je montais sur scène, mais alors sans problème. Aujourd'hui, c'est parfois un peu plus difficile parce que la vie fait que on commence à se raconter justement des histoires de je ne suis pas assez douée, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez ou parfois je suis trop, je prends trop de place.
Et donc, du coup, voilà, tout mon travail, il tourne autour de cette notion de quelles sont les histoires qu'on se raconte. Et tu parles de pouvoir des histoires. Et moi, ce que je trouve, j'essaye toujours d'aller chercher les espaces de nuances. Et je trouve que ce qui est intéressant dans nos histoires, c'est qu'à la fois, elles nous limitent et elles nous enferment, et à la fois, elles nous libèrent. Euh, le pouvoir des histoires, c'est que elles sont tellement... parfois, elles sont figées en réalité, les histoires. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs, je fais souvent des parallèles entre les histoires personnelles et les histoires collectives, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les histoires, souvent, elles sont écrites par les dominants. Et l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous où sont les dominants qui racontent le plus d'histoires, euh, qui écrit, en fait, dans les parts de nous qui agissent, qui écrit l'histoire, et quelles sont les parts qui sont un peu plus cachées, qui elles aussi aimeraient être vues et entendues. Mm. Donc voilà, Mm. moi, tout mon travail, c'est d'explorer ces histoires. Je le Mm. fais avec des individus. Moi, j'aime bien dire que je suis une travailleuse de l'imaginaire, donc j'utilise l'imaginaire pour pouvoir se connecter à ces différentes histoires. Et je le fais aussi, comme tu le disais, avec des entrepreneurs donc moi, étant une créatrice, j'aime les créateurs et les créatrices. J'aime les personnes qui osent à un moment donné se dire, bah là, j'ai envie de soit de monter sur scène, soit de montrer un projet, soit de créer quelque chose. Et pour moi, nos créations sont comme des véhicules en fait pour raconter qui on est. Donc moi, je travaille sur les histoires. Donc plus là, c'est un travail de com, c'est aussi mon ancienne vie avant. J'étais responsable de com et là, j'ai travaillé dans ces milieux-là. Et l'idée, c'est vraiment d'aller creuser dans son histoire personnelle pour comprendre pourquoi on fait cette création, pourquoi on fait ce projet et pas un autre, et de retracer les fils en fait de notre histoire pour pouvoir avoir mettre du sens en fait sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Mm. Ouais, merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci de ton partage. Fait que justement, pour commencer, j'avais le goût de... Tu as commencé un petit peu à en parler là dans ce que tu viens de dire, mais d'aller un peu plus loin sur justement quelle est l'importance que tu as vue pour toi, puis pour les personnes que tu accompagnes, de d'aller porter un regard un peu plus attentif, un peu plus euh, focalisé sur nos histoires, notre discours intérieur. Enfin, tu vas peut-être pouvoir expliquer un peu les différents niveaux qu'il y a là-dedans, mais pourquoi c'est important en fait? Qu'est-ce que ça va apporter dans nos vies? Alors peut-être déjà je vais commencer en parlant de mon expérience, aussi en rappelant que mon expérience, comme je le disais, elle est à la fois singulière et ordinaire et universelle. Je pense que c'est le propre des histoires et des expériences humaines, c'est qu'à la fois ce qu'on vit est totalement unique et en même temps, euh, ce qu'on partage va résonner avec plein de personnes parce qu'on on traverse des choses qui sont parfois similaires. Mais il n'empêche que mon histoire reste mon histoire et j'en fais pas du tout une vérité universelle. Mais en tout cas, pour moi, euh, je crois qu'il y a eu un moment fondateur en fait dans mon histoire. Ça a été il y a quelques années, une rupture. Et je me souviens vraiment de sortir de cette rupture en ayant l'impression que j'étais vraiment la pire personne du monde, quoi. Et, ouais, d'avoir été celle voilà, qui avait pris vraiment le mauvais rôle, en fait, celle qui fait du mal, celle qui fait, etc. Et en fait, j'ai commencé parce que étant aussi parallèlement à ça une personne très optimiste, très joyeuse, très généreuse, etc. Enfin, tout coexiste aussi. Et j'ai commencé à observer qu'en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait ouais, des pensées en fait qui coexistaient. Mon vocabulaire à l'époque, il était plutôt les pensées ou même des croyances. Parce que j'avais, ouais, à ce même moment, je découvre un peu le développement personnel, la spiritualité. On parle beaucoup de croyances. C'est encore un terme que j'emploie à certains niveaux, mais à ce moment-là, voilà, je me rends compte qu'il y a il y a plein de pensées qui me traversent et des pensées qui sont extrêmement contradictoires. Et donc, par exemple, des pensées de je suis la pire personne du monde. Je suis un peu drama queen aussi, donc il y avait un peu de ça. Mais et après, il y a le lendemain, je me réveille et j'ai l'impression d'être la personne la plus incroyable, la plus créative, la plus talentueuse. Et je me dis, c'est quand même fou d'avoir des pensées parfois si contradictoires qui existent. Et,
Et en fait, il s'est passé plein de choses à ce moment-là. Je pense que j'avais mon histoire personnelle qui m'a amenée à me questionner sur les pensées que j'avais. Parallèlement, il y a eu l'épisode de MeToo qui a été... Enfin, l'épisode, j'en parle comme si c'était un truc de série, mais enfin, Le ouais, mouvement. Mm. un mouvement et un moment fondateur aussi de notre époque qui... ouais, à ce moment-là, je me dis, mais c'est incroyable, en fait, cette libération de la parole, la force qu'elle peut avoir, le pouvoir de... alors oui, bien sûr, dans certains aspects, on aimerait que les choses changent plus vite, mais en réalité, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu quelque chose qui a changé. Et puis aussi, bah, voilà, il y a plein d'événements parallèles. Au même moment, je regarde le spectacle conférence de Brené Brown, qui parle justement de la vulnérabilité. On en parlera après, comme tu le disais, où elle commence à dire, voilà, quelle histoire je me raconte aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui commencent à se mélanger à l'intérieur de moi. Pareil, au même moment, je lis Sapiens, où lui, il parle vraiment du fait que, en fait, notre espèce a survécu parce qu'on a été capable d'inventer des récits qui ont fait qu'on est devenu, qu'on a pu se réunir à plus grande échelle, qu'on a pu faire des sociétés, des nations avec des histoires qui sont en réalité des fictions. En fait, c'est des inventions humaines. Par exemple, le concept de frontière, c'est une invention, c'est pas une réalité naturelle. Et je crois que tout ça, ça a fait un espèce de mélange dans ma tête. Euh, et finalement, j'ai commencé à observer ma propre expérience et puis ensuite en parlant autour de moi avec cette notion d'histoire. Et cette notion d'histoire, je crois que je l'aime. Et c'est pour ça que j'utilise plutôt le terme d'histoire que les termes de pensée ou de croyance, même si c'est très lié. C'est parce que l'histoire, elle dit bien qu'il y a de la fiction. La fiction, c'est pas des mensonges, ça veut pas dire qu'on ment quand on se raconte une histoire. Mais par contre, ça veut bien dire que c'est une invention. Quand je me lève le matin et que j'ai l'impression d'être une personne nulle, c'est une histoire que je me raconte. C'est pas l'entière vérité. Mais de la même façon que quand je me réveille et que je me trouve géniale, c'est aussi une histoire que je me raconte. C'est pas toute la vérité parce que je ne suis pas géniale tout le temps. Euh, et donc voilà, ça a été un peu mon parcours sur comment me réapproprier en fait les histoires que je me raconte sur moi, de voir quelles étaient certaines histoires qui me, entre guillemets, me limitaient et quelles étaient d'autres histoires qui, justement, si je les questionnais, si je les réécrivais, pouvaient me... alors libérer, c'est un grand terme, mais en tout cas, oui, justement, me rapprocher de cette notion de... Tu parlais de création, enfin, en tout cas de pouvoir créateur et de la créativité. C'est vraiment ça. Je crois que en allant chercher nos histoires, en allant les questionner avec beaucoup de douceur, on peut justement rentrer dans un processus de réécriture des histoires qu'on se raconte. Et là, du coup, c'est un processus créatif qui est fascinant. Et Ouais. c'est un peu ça que j'essaye Ouais. de faire. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment là, tu vois, vers là que j'avais envie que tu ouvres parce que a priori, tu sais, ou au premier abord, quand on va dire c'est important de venir regarder nos histoires personnelles, elles vont permettre de libérer quelque chose, mais ça peut paraître un petit peu froid ou un petit peu trop introspectif, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile aussi à se représenter. Puis justement, on va continuer à en parler parce que tu as un superbe processus que tu mets en place, puis que tu proposes. Mais c'était vraiment pour commencer par ça, pour pouvoir aussi donner un peu un goût un peu plus concret et tangible et palpable de Ouais. qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça amène parce qu'on est sur des choses qui sont très intangibles finalement et qui sont assez voilà de l'ordre de l'esprit. Donc on ramène ça dans le concret pour la vie moderne dans laquelle on vit aussi, puis on ramènera ça aussi par rapport au corps pour que ça s'intègre, mais c'était un petit peu pour ça. Et justement, euh, qu'est-ce que, comment tu explores ça et quel est le processus que tu utilises là pour cette exploration des histoires? Ouais.
Alors déjà, je pense que ce qui est important pour moi de rappeler, et c'est ce que je disais quand je disais que moi je suis une travailleuse de l'imaginaire, c'est que explorer nos histoires, on peut le faire de plein de façons différentes. Enfin, par exemple, dans un travail psy, c'est ce qu'on fait, on explore son histoire en réalité. On va remettre du sens, etc. Moi, je fais très attention à dire que, et c'est pour ça que je disais, voilà, moi, je travaille au niveau de l'imaginaire. Je ne fais pas de la guérison d'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ramener du mouvement et de la créativité Mm. euh, dans le dialogue qu'on a entre soi et soi. Donc, du coup, c'est un processus qui va venir euh, s- euh, se poser au-dessus, par exemple, d'un travail psy s'il y a besoin, Mm. ou qui va être... Mais en tout cas, voilà, moi j'essaie de faire très attention à ma posture, parce que déjà, c'est pas ma formation, je ne suis pas psychologue et je ne m'invente pas thérapeute. Euh, Moi, je viens de la communication, je fais aussi voilà, du coaching. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, voilà, c'est ce que je disais, c'est comment on amène un processus créatif et juste de mise en mouvement. Et c'est pour ça que moi, j'utilise l'imaginaire. Parce que on a un cerveau qui a ses limites, mais qui a aussi voilà, des capacités assez exceptionnelles. Et j'ai la sensation que nos imaginaires sont ce qui nous permet de changer de regard sur certaines situations. Notre capacité d'imaginer, c'est notre capacité à voir et à percevoir autrement. Et en réalité, c'est en travaillant sur nos... Enfin, en travaillant, en explorant nos imaginaires. D'ailleurs, il y a une très belle phrase, moi je la sors souvent dans mes accompagnements, mais euh, Aurélien Barraud, l'astrophysicien qui parle beaucoup d'écologie, alors je vais très mal le paraphraser, mais je trouve ça très très beau ce qu'il dit, c'est que en fait, la révolution écologique, elle va aussi se faire, mais pas tellement se faire en regardant exactement quel est le taux carbone qu'on produit. C'est plutôt en révolutionnant, en amenant une révolution poétique et imaginaire en fait dans la société. Et aujourd'hui, si on est autant limité, c'est parce que on est dans des sociétés qui ne, selon moi en tout cas, ne valorisent pas assez nos capacités d'imagination et d'imaginaire. Euh, Donc moi, tout mon travail, il est là-dedans. C'est comment on crée des nouveaux possibles, en fait. Comment on crée un nouveau possible pour soi, Mm. pour ensuite éventuellement créer un nouveau possible pour le collectif. Parce que pour moi, le développement personnel, s'il ne sert pas Mm. à... Ouais, est-ce qu'il y a un impact sur le collectif? Je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Mm. Donc moi, j'utilise les histoires personnelles, mais nos histoires personnelles, elles n'existent pas sans les histoires collectives. Mm. Moi, si j'en suis arrivée à des moments me dire je ne suis pas une bonne personne, c'est parce que euh, euh, pas une bonne personne, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, très concrètement, quand je me trouve pas belle, enfin, je veux dire, c'est le collectif qui m'a appris qu'il y avait des canons de beauté. Enfin, c'est pas moi qui les ai inventés toute seule. C'est des histoires familiales, c'est des histoires sociétales. Donc pour moi, c'est comment à la fois on regarde nos histoires, comment elles se sont construites aussi par rapport au collectif. Là, je me suis un petit peu perdue. Mais donc du coup, moi, dans mon processus, c'est vraiment se reconnecter à sa capacité d'imagination pour pouvoir trouver des nouveaux possibles. Et alors ça, du coup, c'est assez simple en fait. En réalité, ce que je propose, c'est d'une simplicité euh, enfantine et en même temps, justement, je cherche aussi cette simplicité-là pour que ce soit créatif, joyeux, pour que ce soit pour que ce soit dans l'amusement. Mais effectivement, voilà, il y a un cadre. Moi, j'appelle ces espaces les plongées collectives où il y a les personnes qui arrivent avec une histoire que qu'ils, elles, se racontent et qui semble pas être juste pour eux. Alors voilà, ça pourrait être... alors moi, l'histoire que je me raconte, c'est que je suis pas assez belle pour me montrer. Moi, l'histoire que je me raconte, c'est que je vais jamais y arriver dans mon travail, que j'ai pas assez de valeur. Moi, l'histoire que je me raconte, etc. Et en fait, on va utiliser des outils créatifs comme l'écriture, la visualisation, pour juste aller rencontrer, imaginer un personnage qui va venir incarner cette histoire. Et donc, du coup, on va commencer à parler. Et on parle avec soi-même, on rentre en dialogue. Et en réalité, c'est tout simple. Euh,
Mais des fois, il se passe des choses assez magiques, en fait. Même souvent, il se passe des choses assez magiques parce que, euh, en fait, c'est comme s'il y avait tellement d'histoires à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas envie d'aller voir, que des fois, le simple fait d'imaginer cette histoire en face de nous et de lui dire, je te vois, je t'entends, raconte-moi, raconte-moi ce qui t'est arrivé, comment t'en es arrivé à te raconter cette histoire, comment je peux t'aider. Et tu sais, vraiment de regarder cette part de nous avec beaucoup d'amour et une envie de soutenir. Et ben, des fois, en fait, c'est tout ce qu'il fallait pour ouais, remettre un peu de mouvement justement dans notre dialogue intérieur. Ouais, ouais. De mouvement à l'intérieur. Et tu vois, d'un point de vue, tu vois, c'est vraiment un processus créatif. Et pour moi, d'un point de vue thérapeutique, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller travailler avec les parts de nous, puisqu'on a Mhm. différentes parts, des parties, tu sais, en psychologie. Et c'est très puissant, c'est ça, c'est vraiment très puissant d'amener ça. C'est comme s'il y a une désidentification de choses qui vont être constamment en train de tourner à l'intérieur de nous. Mais là, on Oui, amène un processus créatif qui amène à se désidentifier à quelque part de ça et à lui donner son espace propre et à permettre d'engager à ce moment-là un dialogue, de plus être complètement ouais, collé à ça. Ouais. exactement. Et c'est là où pour moi le processus de questionnement, et je parle souvent de déconstruction, souvent c'est un mot qui peut faire un peu peur parce que ça fait un mot c'est très politique, et d'ailleurs je l'emploie aussi d'une façon assez politique, mais et c'est ce que je disais sur les histoires qu'on se raconte, c'est que nos histoires, elles viennent pas de nulle part en fait. Euh, Et, euh, et pour moi, il y a quelque chose d'assez déculpabilisant aussi, justement, de comment dire, de revenir à cette notion que voilà, cette part de moi qui se trouve nulle, c'est parce que j'ai vécu tant d'expériences qui font qu'à un moment donné, il y a une partie de moi qui a réellement intégré que quoi que je fasse, je serai toujours nulle. C'est pas la totalité de qui je suis, et c'est pour ça que je trouve cet exercice assez chouette, c'est de voir un personnage qui est soi, mais qui n'est pas la totalité de qui je suis, parce qu'il y en a plein des personnages en fait. Euh, alors du coup, on rentre dans une espèce de dialogue intérieur où on finit par que parler par... Alors il y a la part de moi qui pense que, puis la part de moi qui pense que, ça fait très... voilà, il y a beaucoup de monde dans sa tête du coup et dans son corps. Mais en réalité, je trouve que c'est assez déculpabilisant de savoir qu'il y a des personnages qui se racontent des histoires, que c'est pas de leur faute. Et puis c'est de la faute de personne en réalité. C'est juste, ben voilà, on vit dans un monde qui est d'une complexité. euh, Enfin, c'est tellement dur de saisir, non seulement c'est d'une complexité, mais en plus de ça, parfois même d'une violence en réalité, euh, violence symbolique, violence culturelle, avec énormément de stress. Et en fait, bah, nos parts à l'intérieur de nous, elles essaient juste de nous protéger. Ouais, ouais, Et du coup, aller simplement leur dire, OK, euh, en fait, bah, je t'écoute, je t'entends et on fait du mieux qu'on peut. Et du coup, de rentrer dans ce processus de quelle nouvelle histoire on a envie de raconter ensemble, ouais, de ramener justement cette notion de créativité, de création, de se dire, moi je dis souvent, les histoires, on les efface pas, mais on peut les réécrire. ouais, Euh, et c'est un peu, c'est facile à penser dans les histoires collectives. Par exemple, j'en parlais la dernière fois avec une copine, je dis, ben, tu vois, par exemple, je sais pas, l'histoire de notre système économique qui fait que le progrès est au centre de tout. C'est une histoire, c'est une invention humaine. Il n'y a rien dans la nature qui dit que tout doit fonctionner par le progrès, par la croissance, etc. C'est une histoire qu'on se raconte auquel la plupart des gens ont adhéré parce que ça fonctionnait pour certaines personnes et voilà. Et cette histoire, on peut pas l'effacer. Ça fait partie de notre histoire collective. Mais à un moment, il y a assez de personnes qui ont commencé à dire non mais attends, le progrès, la croissance, là on est en train de détruire la Terre, on est en train de détruire l'humain, on est en train de... Comment on déconstruit tout ça? Et donc, du coup, ensuite, la question, c'est pas juste comment on déconstruit, c'est comment on invente des nouveaux possibles. Ah bah, et si la décroissance, et si on amenait du care, et si on amenait... Et en fait, dans nos histoires personnelles, c'est exactement pareil. On n'efface pas les expériences, on n'efface pas ce qu'on a vécu, c'est pas du tout le but. ouais, On ne remet pas en question un personnage qui a souffert parce que on lui a dit qu'il n'était pas assez bien. Ce qu'il a vécu, c'était réel, c'est un fait, c'est
pas, voilà, ça se remet pas en question. Par contre, ce qu'on peut questionner, c'est du coup le système de pensée qui fait que maintenant, cette expérience, elle est tellement à l'intérieur de lui ou d'elle que du coup, il a tout le temps cette sensation d'être Mm. nul. Mm. C'est ça qu'il faut réécrire, Ouais. pas l'histoire. Mm. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, de replacer les parts, les facettes de nous là où elles sont et qu'elles n'ont pas tout le temps le rôle principal finalement. Et c'est là-dedans qu'il y a comme une... Moi, je trouve que dans ce processus, il y a une prise de conscience de la complexité qui nous habite et qui est aussi la richesse énorme qui va nous emmener à pouvoir changer certains paradigmes, à pouvoir changer des fonctionnements intérieurs comme des directions extérieures pour la société, pour le Mhm. système social ou le système économique, ou tu vois, pour le collectif. Mais c'est ça part de cette prise de conscience à l'intérieur aussi que je ne suis pas juste ça, mais je suis cette richesse et cette complexité, et je suis capable de tout englober et d'avoir une relation avec ces différentes facettes. Fait que je trouve que c'est un enrichissement pour l'évolution humaine et pour l'être humain, pour notre vie en général, ouais. Mm. En tout cas, moi, j'ai la sensation que ça l'a été pour moi. Et c'est ce que je disais au départ, j'en fais pas une vérité universelle. J'essaye aussi de faire très attention. Euh, on n'arrive pas tous avec le même jeu de cartes. Moi, j'ai un peu cette image de, voilà, on arrive sur Terre, c'est comme un jeu de cartes, quoi. On a des cartes, il y en a qui ont des meilleures cartes que d'autres. Il y en a qui ont... voilà, donc pour moi, ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai toujours été fascinée par la sociologie, c'est que les sciences sociales, elles nous apprennent à justement comprendre les cartes qu'on a en main, pour justement pouvoir mieux jouer ensuite. Euh, et quand je dis ça, c'est que, bah, par exemple, dans les cartes différentes, il y a des personnes, on n'a pas tous les mêmes systèmes nerveux. Moi, je suis consciente du fait que bah, j'ai grandi dans un environnement qui m'a permis d'être une personne. Alors oui, j'ai des montées de stress, ça m'arrive d'avoir de l'angoisse quand je pense à l'avenir, etc. Mais je suis une personne qui est relativement stable émotionnellement et c'est une chance incroyable en réalité. Euh, donc ça me permet aussi de vivre ces expériences. Je suis consciente que c'est pas l'expérience de tout le monde. Et donc moi aussi, en tant qu'accompagnante, je fais très attention à voilà, dire aux personnes de surtout ne pas aller à l'encontre de ce qui leur semble être juste, de ne pas aller à l'encontre de leur intégrité. Euh, et, euh, et, et aussi voilà, de se souvenir qu'on a... Ouais, c'est ça, qu'on n'a pas tous les mêmes expériences de vie et que parfois, pour certaines personnes, aller rencontrer différentes histoires, c'est extrêmement compliqué. Et l'idée, c'est pas de se faire du mal aussi dans le processus. Moi, c'est pour ça que ce que je propose, c'est un processus léger et créatif. Mm. Et moi, voilà, je le répète toujours, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est les imaginaires. C'est comment on ouvre des nouveaux possibles. Ouais, ouais. Oui, puis tu vois, même moi, dans le côté thérapeutique, en fait, il y a toujours une conscience à l'intérieur de nous qui va nous montrer ce qu'on est capable de voir dans le moment. Donc, c'est sûr qu'après, il y a nos, nos esprits, notre mental qui peut vouloir essayer de creuser, de forcer. Donc, on a besoin d'amener beaucoup plus de douceur. Et c'est ce que je trouvais aussi dans notre conversation, là, en préparation, quelque chose que tu amènes beaucoup dans tes accompagnements et que je trouvais important aussi d'en parler dans cette conversation parce que ça fait partie de l'exploration, qu'elle soit créative ou qu'elle soit thérapeutique, d'amener vraiment une grande douceur, une patience, une curiosité qui soit indulgente et douce avec soi-même, puisque comme tu le dis, dans les histoires, il va y avoir cette part vulnérable. Et justement, est-ce que tu aimerais qu'on en parle un petit peu de cette importance ou de cette place accordée à la vulnérabilité par le cheminement que tu offres et de comment tu amènes justement cette rencontre avec la vulnérabilité? Mm. Alors moi, la vulnérabilité, c'est un terme qui me suit.
c'est pas un terme que je maîtrise. J'adore en parler, enfin, si tant est qu'on puisse maîtriser quelque chose. Euh, mais en fait, j'adore en parler, mais après, c'est vrai que je fais toujours aussi très attention, c'est-à-dire que euh, c'est quoi la vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est un terme qui, déjà, qui a changé quand on parlait de nouveaux possibles et de réécriture. La vulnérabilité, comme on en parle aujourd'hui, c'est pas la vulnérabilité comme on en parlait il y a 5 10 ans, avant que ça devienne un effet. Avant, on parlait des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes faibles. Et aujourd'hui, il y a eu un espèce Mhm. justement, on a réécrit ce terme. C'est-à-dire, et si en fait, justement, les failles à l'intérieur de nous n'étaient pas ce qui, justement, amenait vers une certaine force, une forme d'empuissancement, si on peut dire. Et, et moi, c'est vrai que c'est un chemin que j'essaye de faire moi-même. Moi, je ne sais pas si je me dirais que je suis une personne qui se sent particulièrement vulnérable. Enfin, c'est compliqué à dire. Mhm. Est-ce que je le sais? Parce qu'en réalité, c'est comme l'authenticité pour moi. C'est des termes euh, qui, comment dire, qui veulent plus parler du processus que du Oui. point final. Mhm. Je crois pas qu'on puisse être authentique à 100%. Je crois que si nos masques, ils existent, c'est pour une raison, c'est pour nous protéger et que parfois on a besoin de se protéger. Eh bien, peut-être que la vulnérabilité, c'est pareil. Est-ce qu'on peut être vulnérable à 100%? Je ne suis pas sûre. Par contre, être dans un processus de vulnérabilité, de se rendre compte, en fait, que de connecter avec ces failles, ben, en fait, déjà, d'une part, c'est un tremplin. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche finalement et pourquoi les histoires, ça m'intéresse autant? C'est pour créer du lien. C'est ce qu'on cherche en tant qu'humain, c'est de se sentir lié aux autres. Quand on raconte des histoires, on se sent lié. Et quand on est dans un processus de vulnérabilité, le lien, il est beaucoup plus profond. Euh, Parce que dans les histoires qu'on raconte, des fois, il n'y a pas que des histoires vulnérables, il y a aussi les histoires masques qui parfois servent, évidemment. Mais Mais quand on raconte des histoires avec le plus de vulnérabilité possible, en acceptant de se laisser voir, en acceptant de se laisser voir dans les parts de nous qu'on maîtrise pas bien, dans les parts de nous où on nous a toujours dit qu'il valait mieux cacher. Moi, là, je parle souvent, par exemple, de la pertinence. Je trouve que c'est une notion assez chouette de se dire, en fait, on nous dit que pour s'exprimer, il faut bien parler, il faut être intelligent, il faut être intéressant, il faut être pertinent, il faut être cohérent, etc. Eh bien, peut-être que d'accepter d'être vu et de dire quelque chose quand bah, ça n'a pas trop de sens, qu'on raconte, quand on est un peu... Bah, en fait, ça crée des liens qui sont beaucoup plus forts. En tout cas, moi, c'est ma perception. C'est peut-être pas la perception de tout le monde et c'est OK, mais moi, je vois en tout cas la qualité de mes relations ces dernières années depuis que depuis que j'essaye, en tout cas. C'est pas toujours facile, mais depuis que j'essaye, je vois la qualité de mes relations qui sont en train de changer. Et je pense que si on est de plus en plus nombreux à en parler, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à l'observer, ça. Mhm. Ouais. Oui, puis Donc, j'allais partager, tu vois, pour moi, dans ma propre expérience, que je l'ai nommé comme approcher la vulnérabilité. Donc, hmm, c'est pour moi, il y a ce mouvement intérieur de s'ouvrir à quelque chose de plus vulnérable, hein, donc à quelque chose de plus tendre, de plus... Et dans mon expérience personnelle, c'est déjà intérieurement avec moi, comment et qu'est-ce que ça m'apporte quand je m'autorise à assouplir la rigidité avec ce qui est ressenti, avec ce qui est plus difficile à ressentir en fait. Et qu'est-ce que ça m'amène quand j'assouplis ça et qu'il y a quelque chose de plus tendre, de plus intimidant aussi, ou inconfortable, et, et avec quel espace intérieur j'approche ça, avec quel... et là-dedans, il y a cette ouverture d'esprit, de- juste de m'ouvrir à rencontrer quelque chose de plus tendre, de plus inconfortable, de plus vulnérable. Et,
et ça me... il y a toujours une image que j'avais entendue de Gabor Maté sur la vulnérabilité où il parlait du processus des crustacés, de croissance des crustacés, qui, pour grandir leur coquille, en fait, sont obligés de changer de coquille. Donc, ils vont se retrouver sans coquille pendant un moment et ils vont se cacher, donc ils vont essayer de trouver un endroit pour se protéger, pour être capable d'être dans cette vulnérabilité euh, avant de pouvoir trouver une coquille plus grande, un- c'est ça, c'est une nouvelle demeure en fait. Ouais. Et là-dedans, il y a vraiment cette symbolique avec notre capacité aussi dans notre esprit, à l'intérieur de nous, de, pour grandir, pour évoluer, pour s'ouvrir à créer autre chose. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, se pencher, s'approcher de ces parts qui sont plus vulnérables, de ces espaces à l'intérieur de nous qui sont beaucoup plus tendres, qui sont cachés, qui sont plus intérieurs, qui sont à protéger aussi. Est-ce qu'on peut en prendre soin? Et, et qu'est-ce que ça va nous emmener derrière ça, quoi? Il y a quelque chose, voilà, de, comme tu disais, de plus profond qui amène une autre relation aux autres et voilà, dans mon chemin, pour moi, c'est aussi dans cette relation à moi qui m'amène à découvrir d'autres espaces et à être capable, en fait, d'être avec moi dans d'autres espaces. Mm, mm, Ouais, j'aime bien cette image de la coquille et aussi de dire que, en fait, c'est OK d'avoir besoin de coquilles. On en a besoin aussi de nos protections. Mais c'est vrai que dans tout cycle d'évolution, il y a un moment où la coquille, elle nous limite, en fait. Et il y a un moment où il faut voilà, l'étendre, faut trouver un espace qui est de plus en plus grand à l'image de notre corps qui grandit. Bah, finalement, on est en permanence en fait dans ces cycles de déconstruction, reconstruction. Et quand on est en train de changer de vêtements, bah c'est pas confortable quoi. C'est comme quand on a mal aux jambes, quand on grandit, on sent ses os comme ça. C'est pas confortable en fait de prendre de la place. Mais ouais, mais oui, ça fait partie du processus. Après, c'est vrai que on est dans un moment. C'est assez fascinant en fait quand. Alors c'est très stressant et angoissant aussi comme période dans laquelle on vit. Et en même temps, si on prend un peu de recul, on est à un moment où il y a, il y a des clashs permanents en fait d'idéologie parce que il y a tellement de choses qui sont en train de changer et on voit que les choses changent tellement vite. Dans certains aspects, on aimerait que ça change plus vite, mais en réalité, tout va très très vite. mm, Et, et c'est vrai quand on parle de vulnérabilité, il y a, enfin, c'est des discours qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Faut savoir que, enfin, moi, je suis une enfant des années 90. Euh, les, euh, les grands récits communs des années 90, c'est quand même le monde de requins, c'est la loi du plus fort, euh, tout ça, ce type de croyances qui sont nourries par une compréhension de la théorie de l'évolution, comme quoi, bah, de toute façon, dans la nature, c'est les plus forts, donc c'est chez les humains pareil. Et en fait, on est en train de revoir tous ces récits. Et là, c'est pareil, dans la réécriture, il y a des personnes qui disent, non, mais en fait, dans la nature, dans l'évolution, c'est pas les plus forts qui gagnent, si on peut en plus continuer à parler comme ça, mais l'idée, c'est de l'adaptation. Et en fait, le vivant par nature, c'est l'adaptation, c'est pas la compétition, ni la soumission, ni peu importe. On est des êtres qui s'adaptent mm, en permanence. Et là, en ce moment, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a tellement de fondations qui sont en train ouais, de s'effondrer. Et là, c'est un moment où justement, on a envie de réécrire, on a envie de raconter des nouvelles histoires. Ça fait peur parce que du coup, aujourd'hui, bien plus qu'avant, voilà, dans 10 ans, on est là, genre, mais on ne sait même pas ce qui va se passer dans 10 20 ans. C'est un peu inédit dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, c'est un moment
bah, la réécriture n'a jamais eu autant d'importance et de sens. Mm. Mm. Et pour réécrire des histoires dans le collectif, bah, il faut aussi, d'une certaine façon, réécrire certaines histoires à l'intérieur de nous. Mm. Les deux se nourrissent, en fait. Ouais. Oui, c'est qu'est-ce qui constitue la société, hein? C'est nous, de toute façon. C'est chacun d'entre Ouais. nous, chacune de nos histoires. Mm. Mm. Ouais, c'est-à-dire que, bah, en fait, ce qui est difficile, c'est que on est, bah, voilà, les gouttes d'eau qui constituent la mer, et en même temps, la mer, le système, il fonctionne à lui tout seul, en fait. C'est Mm. difficile de se sentir, même dans nos histoires, une des histoires qui, en tout cas, moi, dans mon expérience et des personnes qui m'entourent, une des histoires les plus difficiles à gérer, c'est l'histoire de l'impuissance. C'est la sensation de se sentir impuissant face à tout ce qui arrive. Et Ouais. en réalité, ça se comprend parce qu'on est face à un système qui est, enfin, c'est mastoc, quoi. Mm. Il y a tout à détruire et à refaire, en fait. Et du coup, toi, quand tu es tout seul, tu es là, genre, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et c'est là où on en vient à l'importance du collectif. C'est qu'en fait, évidemment, individuellement, on peut rien faire, mais ensemble, oui. Ouais. Ouais. Et pour moi, et à l'importance de l'individuel et de la démarche que va faire l'individu à s'ouvrir, justement, à rencontrer son histoire personnelle et à commencer à la regarder différemment ou à l'approcher Bien différemment, tu d'accord. vois. Parce que Ouais. ensuite, on va se tourner, comme tu l'as dit toi, hein, dans tes relations, on va se tourner vers les autres différemment, tu vois. Donc, Hmm. c'est une puissance, c'est une grande puissance, surtout dans la période euh, actuelle qui demande une grande transformation à tous les niveaux, à toutes les échelles du monde dans lequel on est. Fait que c'est sûr que dans la façon dans laquelle je vois, on, et pour moi, ça va de pair avec lorsqu'on se tourne vers nos histoires personnelles, on se tourne vers nos histoires personnelles. Donc, on se détourne quelque part, on s'extrait de certains systèmes macro dans lesquels on est pour pouvoir avoir un regard d'abord sur, OK, comment je vis dans ces systèmes, quelle influence ça a eu, quel impact ça a eu, qu'est-ce que j'en garde, tu sais, et il y a comme une percolation, tu sais, qu'est-ce que j'en garde? Quel bilan ou qu'est-ce qui est bénéfique, pas bénéfique? Enfin, il peut y avoir, je pense, Ouais, différents processus là-dedans. Donc là-dedans, il y a une grande force parce qu'ensuite, je vais bien me sûr. retourner vers le collectif différemment. Et pour moi, il est la force de l'individu et de chacun d'entre nous, surtout aujourd'hui, est vraiment importante. C'est pour ça que je trouve que, tu vois, ton travail, notamment dans c'est une pièce dans ces grands échiquiers qui est très importante. Ouais. Mm. Mais écoute, merci beaucoup. Je suis contente que ça soit perçu comme ça. Ouais. Euh, ouais, et c'est pour ça aussi que j'aime autant travailler avec des personnes qui créent des projets. C'est parce que, en fait, s'autoriser à créer des choses, je crois que c'est comme ça qu'on apporte finalement notre pierre à l'édifice. Mm. Euh, d'une façon à la fois humble et en même temps, ouais, moi, j'aime dire que j'ai envie de changer le monde, quoi, rien que ça. Mais bon, forcément, j'ajoute ma petite pierre personnelle. Et c'est vrai que moi, ma façon, en fait, de le faire, c'est de passer par les histoires. Ouais. Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? On arrive vers la fin de cette émission. Est-ce que tu avais peut-être le goût de me partager encore quelque chose pour Euh, terminer? Mais oui, moi, en tout cas, la conclusion et qui vient nourrir tous mes espaces parce que bon là on a beaucoup parlé des histoires. Moi j'accompagne donc comme on disait aussi les entrepreneurs à raconter leurs histoires pour nourrir leurs projets et à tisser des liens. Je suis aussi dans bien très bientôt je sors un podcast qui justement va parler de ça et en fait moi cette pour moi les histoires elles sont au service des nouveaux imaginaires. Et j'en reviens toujours à cette notion-là parce que je crois vraiment que
que oui, maintenant, il est temps de s'autoriser à créer des nouveaux possibles. Euh, et je crois que pour justement créer, il faut, enfin, en tout cas, il est possible de se connecter à nos imaginaires et ça, c'est vraiment mon petit, euh, mon petit cheval de bataille pacifique. Ouais, ouais. Et oui, et tu parles, et aussi, oui, je crois qu'il y a l'importance de la douceur, t'en parlais beaucoup. Euh, je crois que à nouveau, en fait, tout coexiste et parfois, euh, la douceur peut être radicale aussi. Moi, j'aime aussi cette notion de radicalité, de savoir se positionner face à certaines choses. Et en même temps, moi, je suis profondément habitée par cette notion de douceur. Et d'ailleurs, quand on disait à quoi ça sert de rencontrer ces histoires à l'intérieur de soi, moi, je me rends compte que plus je suis en contact avec ma propre complexité, plus j'arrive à pas toujours comprendre, mais en tout cas à accepter la complexité des autres et accepter la complexité du monde. Et quand on est dans cette acceptation, forcément, c'est tout de suite plus léger et plus doux, quoi. Quand tu es face à quelqu'un où tu te dis, bah alors là, quelle histoire tu es en train de te raconter, là, tu es là, genre, ouais, bah, enfin, moi, c'est pareil, en fait, donc bon, viens, on chemine ensemble. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, et puis ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas certaines histoires qu'on raconte qui sont pas graves, et parce que s'il y en a des fois qui sont graves, et savoir être radical aussi, c'est important. Mais pour toujours ramener de la nuance, je crois que dans beaucoup de cas, si on avait cette capacité de se dire, OK, j'accepte que là, t'es pas parfaite et que voilà, j'accepte ta complexité parce que j'accepte la mienne, je pense qu'on aurait des rapports sociaux qui seraient et des rapports intérieurs et du coup ensuite des rapports sociaux qui seraient beaucoup plus doux et je sais pas, intéressant, joyeux, et tout ce champ lexical, quoi. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Mathéa. Ouais. Mais Et, avec grand plaisir. et justement, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour pouvoir travailler avec toi ou participer à ce que tu offres comme atelier? Ouais, la façon la plus simple aujourd'hui, ça reste Instagram. Donc, Mathéa Pichet, Mm. je pense que tu vas peut-être Je vais le partager. mettre sous l'émission, là, dans la description, ouais. On pourra mettre mon site aussi. Euh, et, euh, et donc, oui, non, c'est Instagram ou mon site internet, c'est la façon la plus simple de me contacter. Ouais. Si certaines personnes ont envie d'explorer leurs histoires personnelles, Ouais. sont les bienvenus. Ouais, et puis ben, c'est ça, tu amènes en tout cas beaucoup de contenu qui aide à la réflexion, à la contemplation, qui aide à cheminer, qui aide à clarifier justement déjà. Donc je trouve que c'est déjà un grand support. Donc on peut te découvrir comme ça et les références, elles vont être dans la description de l'émission. Et merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Et à toi, merci, c'était un plaisir. Ça me fait plaisir et bon lancement pour ton podcast. Oui, merci beaucoup.